Usawa veut dire équilibre en swahili. J'ai choisi ce mot équilibre parce qu'il représente bien l'album. C'est un équilibre entre le jazz et la biguine, deux univers de styles musicaux qui me touchent énormément. Voilà, donc j'ai vraiment voulu les mettre en avant de la même manière, à la même hauteur, j'ai envie de dire. Pourquoi jazz et biguine? Parce que ce sont deux univers avec lesquels j'ai commencé. C'est avec la biguine et le jazz, je les ai vraiment presque découverts en même temps, au même moment. Donc c'est vrai que ils ont une place spéciale dans mon cœur et dans ma musique, dans mon univers. J'ai eu la chance de grandir en Guadeloupe. Je suis née à Paris. Et à l'âge de 3 ans, mes parents ont été mutés en Guadeloupe. Donc j'ai grandi aux Antilles, d'une mère martiniquaise et d'un père guadeloupéen. Donc la biguine a une place importante déjà parce que j'ai grandi aux Antilles et que c'est la musique traditionnelle des Antilles. Mais j'ai vraiment, je l'ai vraiment connue, comprise et appréciée à sa juste valeur, la biguine, quand je suis arrivée à Paris. Et que j'ai rencontré des musiciens qui la jouaient, parce qu'en fait on entend, et encore, entre guillemets, la biguine, pas forcément à la radio en fait, donc on l'entend très peu en Guadeloupe. Et je l'ai vraiment découverte en live grâce aux musiciens, Mario Canonge, David Facker, Alain Jean-Marie. J'ai vraiment découvert cet univers-là en arrivant à Paris. Et le jazz, c'est exactement la même chose parce que moi j'avais entendu alors très rapidement quand j'étais jeune du jazz, mes références c'était What a Wonderful World parce que c'était la pub Yoplait, quoi. C'est pour dire que mon niveau en jazz était très réduit. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai d'abord rencontré des musiciens à travers la biguine Jazz. C'était le groupe de David Facker, Jazz on Biguine, il avait sorti un album en 2007 et il m'avait invité à un de ses concerts. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à chanter avec eux, de la biguine, et ensuite on m'a dit mais tu devrais essayer le jazz. Et c'est de là que je me suis mise vraiment au jazz et je suis tombée dedans. Pas petite, mais plus grande, mais vraiment tombée dedans. Ce serait pour moi difficile de faire que du jazz ou de faire que de la biguine. J'ai un besoin de varier déjà. J'ai des choses à dire avec le rythme de la biguine, avec l'émotion de la biguine. Et il y a des choses que je veux dire aussi avec le jazz. Et j'ai pas envie de choisir. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est un équilibre. Et je dis sur mon album, j'ai écrit une phrase, je dis qu'on trouve l'équilibre en étant centré sur soi. On est au centre en fait. On trouve le vrai équilibre quand on est centré. Quand on voit une balance, le seul moment où elle est vraiment en équilibre, c'est quand on est au centre. En fait, elle est bien centrée. Il n'y a rien, il n'y a pas plus ici que là. Elle est équilibrée. Je ne suis pas égocentrique. Non, je ne pense pas qu'on puisse me définir comme ça. Parce que vraiment sur scène, je mets mon ego de côté. Pour moi, quand je suis avec les musiciens avec lesquels je joue, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai du mal à dire mes musiciens, avec les musiciens avec lesquels je joue, je partage la scène avec eux, je partage la scène avec eux et on a tous une place. Il n'y a pas de plus quelqu'un qui est plus en avant que l'autre. On a tous notre moment. Où on est mis en valeur et vraiment c'est un travail d'équipe quoi, donc non, je pense pas être égocentrique, mais il faudrait me le dire si un jour vous voyez que dites-le moi tout de suite. Sur cet album je chante en anglais, en martiniquais, en guadeloupéen et en brésilien. Et je tiens à dire, j'ai changé ma manière de le dire, je dis plus créole guadeloupéen ou créole martiniquais, parce qu'en fait, sur moi, ce sont des langues à part entière. Il y a le guadeloupéen, il y a le martiniquais, comme il y a le guyanais, le réunionnais, le corse, voilà. Donc, et puis ça enrichit le nombre de langues que je parle. Alors, je peux dire que je parle au moins 7 langues. Et je chante des biguines deux biguines de la Guadeloupe. Et une biguine et une mazurka de la Martinique. Donc il y a un équilibre aussi à ce niveau-là pour ne fâcher personne.
Je peux pas dire que je ressens une différence. Ce sera plus le message qui pourrait être différent d'une chanson à une autre. Je sais que pour moi la langue est importante parce que par exemple pour moi c'est difficile, c'est très très difficile pour moi de chanter des bossa nova en anglais. Pour moi c'est un crime, je dirais, parce que la langue brésilienne est tellement belle que il y a quelque chose de voilà oui, il y a un swing brésilien qui se ressent pour moi uniquement avec le Brésil, ouais, en parlant. Et pourquoi je parle aussi du Brésil? Parce que j'ai mis de la biguine et du jazz, mais j'ai quand même mis un petit morceau de bossa nova à la fin. Parce que ça fait partie du troisième côté du triangle. Voilà. Donc j'aime énormément la biguine, j'adore le jazz et j'aime aussi énormément la bossa nova. Alors pour le jazz, je dirais que c'est différent. Parce que déjà moi ça m'arrive de chanter du jazz en français. Oui, non, je pense que c'est pas rédhibitoire, c'est possible. C'est possible de faire swinger le français. C'est tout à fait possible. C'est pas forcément évident, mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire en français. Si, oui. On a de très beaux exemples. On a les double six, enfin, il y a pas mal. Et puis moi, j'adore Brassens. Brassens, il était jazz quand on l'écoute. Et moi, quand je chante, je me suis fait tout petit. Ça swing quoi. Donc, j'ai envie de dire, moi, c'est avec le Brésil, avec la bossa, c'est ma manière à moi de. Mais ça veut pas dire que les bossa nova en français ne sont pas belles. C'est juste que pour moi, j'aurais du mal à le faire en anglais ou en voilà. Je travaille avec David Facker, qui est pianiste, depuis maintenant au moins, ça va en 2011, ça fait 7 ans. Waouh, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Et on a eu cette complicité qui est, je dirais, presque unique. On ne rencontre pas quelqu'un comme ça tous les jours. Je sais quand j'ai commencé à travailler avec David que j'ai eu une chance énorme de le rencontrer. Il est talentueux, il est généreux, il est travailleur. Le deuxième artiste, c'est Michael Taforo, qui est un violoncelliste classique qui, pour la première fois de sa vie sur cet album, a fait de la biguine. Quand je lui ai proposé, il m'a dit « Mais attends, mais moi je suis musicien classique, je sais pas comment on fait !» Et je lui ai dit « T'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. » Et pour la petite anecdote, c'est moi qui ai écrit les parties de violoncelle. C'est la première fois que je faisais ça. Et j'en menais par large au début parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en fait, j'ai imaginé ce que j'aurais pu faire moi avec ma voix. Donc, je l'ai imaginé comme une deuxième voix. Deuxième anecdote, le monsieur que j'ai recruté, le jeune homme que j'ai recruté sur mon album, c'est mon prof de violoncelle. Et donc, c'est mon prof qui est donc musicien classique, super violoncelliste. Et je lui ai proposé cette collaboration. Il a accepté. Je l'ai même emmené en tournée avec moi aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, et il a adoré aussi. Un petit verre de vin, mais c'était bon. Et le troisième luron, c'est un grand monsieur qui est très connu dans le jazz, qui s'appelle Pierre Boussaguet. Et la rencontre s'est faite, alors on s'était déjà rencontrés avant, mais l'année dernière, enfin en 2016, on a fait un duo Baiser Salé, ma deuxième maison, un club de jazz dans lequel je joue très souvent. Et on avait fait un duo, contrebasse-voix. Et à l'occasion de ce duo, je lui parlais de cet album que je voulais faire, parce qu'au départ, je l'imaginais piano-voix, violoncelle. Et il m'a dit, tu sais quoi, la contrebasse, ce serait pas mal aussi. Bon, je pense qu'il plaçait le produit quand même. Et c'est vrai que moi, la contrebasse, c'est mon instrument préféré. Donc, il n'a pas eu à pousser très longtemps. Donc, voilà, je l'ai invité sur l'album. On a fait 4 morceaux ensemble et c'est juste merveilleux. Je l'ai imaginé comme ça, cet album, très épuré. Si je mets de la batterie, il faut que ça soit parce que j'ai envie qu'il y en ait.
qui est quelque chose, que la batterie exprime quelque chose, que la batterie... Et là, pour le coup, j'avais envie un peu de casser les codes. Parce que la biguine, voilà, c'est justement ce rythme particulier qu'on connaît, et puis la basse. Et là, pour le coup, la biguine, elle est piano-voix violoncelle. Donc, on peut que se concentrer sur la mélodie et les paroles. La biguine, c'est c'est un rythme particulier qui effectivement donne envie de danser et qui n'est pas évident à faire. Moi, j'ai pu jouer la biguine en Australie, en Espagne, dans plein d'endroits. Bon, alors aux musiciens, je leur disais bon, on va la faire un peu bossa, hein, bossa nova, parce que c'est un rythme qu'il faut connaître, il faut se pencher dessus. On joue pas la biguine au réveil comme ça si on l'a jamais connue. Mais c'est vrai que moi, j'avais envie sur cet album-là de dire aux gens qui ont cette image un peu folklorique de la biguine, doudouiste et tout, que certes, il y a cette partie-là, parce qu'il ne faut pas le nier, ça fait partie de la culture, mais c'est pas que ça, c'est aussi de belles mélodies, de belles harmonies, c'est des compositeurs de talent qui, je pense, devraient être plus connus et plus reconnus. Voilà. Pour le coup, la biguine a ses lettres de noblesse, en quelque sorte, avec les instrumentaux, la biguine instrumentale, le jazz biguine. Donc Alain Jean-Marie, les Mario Canonge ont fait le travail, donc il y a un respect du biguine jazz, mais pour la biguine chantée, je pense qu'il y a encore un vide. Si on parle de biguine chantée, on va parler de Génie Alpha, de Moon de Rivel qui étaient là avant, mais actuellement de chanteuses contemporaines ou de biguine chantée contemporaine, il y en a très peu, voire pas beaucoup. Quand j'ai commencé la biguine et le jazz, de rencontrer un collectionneur qui s'appelle Jean-Pierre Meunier, qui collectionne des albums de biguine et qui connaît très bien cette musique, et qui m'a donné un dossier avec au moins une dizaine de biguines qui sont anciennes, qui ont été enregistrées il y a très très longtemps. Et il m'a dit écoute-les, tu auras peut-être envie de les chanter. Et donc j'ai picoré comme ça au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter petite commission là, que je chante en concert, mais c'est pas possible, que j'ai enregistré sur l'album précédent. Et il y avait 2 biguines que j'avais gardées sous le manteau, que je m'étais dit que je mettrais sur cet album-là, qui sont 2 trésors pour moi, qu'on connaît très peu, voire pas du tout. À chaque fois que j'en parle, les gens ne connaissent pas. Et c'est ce ton de biguine qui s'appelle Moins qu'un senti en love et Doudou pas gentil. Voilà, donc c'est vraiment une manière de dire écoutez, asseyez-vous, écoutez, et si vous aimez le jazz, j'ai envie de dire, voilà, tendez l'oreille à la biguine. Si vous aimez la biguine, tendez l'oreille au jazz, parce que sur cet album-là, je mets... alors après, il y a des standards qui sont connus, comme les On the Sunny Side of the Street, mais aussi des standards qui sont bien moins connus, comme Misery and the Blues, que j'ai découvert en tournée en Australie, lors d'une tournée en Australie, ou Blue Prelude, que j'adore et qui est aussi peu connu. Enfin, voilà, j'avais envie je sais pas, de montrer ces morceaux que j'aime, qui me touchent. C'est des coups de cœur, en fait, vraiment des coups de cœur. Non, mais on aurait pu parler de ça, parce que c'est vrai que j'ai passé à peu près 8 heures chez une coiffeuse hier pour qu'elle me mette en beauté, c'est une mise en beauté. Et c'est le cheveu naturel, parce que ce sont mes cheveux, hein, c'est tout ce qui est sur moi est à moi. Et le cheveu naturel, c'est un petit combat que je mène aussi à ma manière, parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes noires à la télé avec des cheveux naturels. Le cheveu naturel, c'est quelque chose de beau, qui n'est pas... En fait, on n'a pas tous les codes. En fait, quand on grandit, on nous apprend pas vraiment à les maîtriser, en fait. Donc, la facilité, c'est d'aller vers le défrisage, ou d'aller vers on tresse et puis on met des rajouts. Et moi, en 2007, j'ai arrêté le défrisage, parce qu'avant, je me défrisais les cheveux. Et ça a été
comme un parcours, pas un parcours du combattant, mais quand j'ai arrêté de défriser, on m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu arrêtes de défriser? Alors que, donc il a fallu, je suis allée à contre-courant. Donc maintenant, ça devient un peu plus naturel de garder les cheveux naturels, mais c'est encore quelque chose de rare. Donc à ma manière, je représente aussi une partie, voilà, pour dire que c'est possible d'avoir les cheveux longs et d'avoir les cheveux naturels. Je dis qu'il ne faut pas avoir peur de dire noir, parce que noir, c'est pas une insulte. Et il y a deux choses. Il y a des gens qui n'osent pas dire noir, parce qu'il y a la connotation, enfin je sais pas, il y a peut-être des connotations derrière. Et d'autres personnes qui, quand tu deviens plus connu, quand tu obtiens un statut, ils veulent pas dire noir, ils vont dire black. Parce que noir, c'est justement ce qu'on voit à la télé, ce stéréotype de la personne qui a volé, la personne qui... Voilà, le côté négatif. Le noir, parce qu'on dit une colère noire, le marché noir. Et voilà, il y a tout un côté négatif avec le noir. Et je me dis, si moi, vous me regardez et que vous avez une belle image de moi, et que vous collez le mot noir... et que ça ne correspond pas, voilà, à cette image du noir que vous avez, c'est que peut-être que je ne suis pas la seule qui ne correspond pas à cette image. C'est-à-dire que le noir, ce n'est pas que l'image négative qu'on a. Voilà. Et donc, le fait de dire black, on me sort de cette catégorie, alors que je suis noire. Avec tous les stéréotypes qu'il y a derrière, je prends tout ce passé et je dis, c'est pas ce passé qui me définit. Je suis noire et je suis fière. Tout simplement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, j'étais consciente assez tôt que la représentation est importante. J'ai grandi avec un père qui m'emmenait, quand j'étais petite avec mes frères, il m'emmenait voir des films où il y avait des noirs dedans. J'ai pris conscience de ça un jour où je lui ai dit, mais tiens, pourquoi on va voir ce film-là? Il m'a dit, parce qu'il y a un noir dedans. Et c'est là que j'ai constaté que tous les autres films qu'on avait vus avant, c'était des films avec des noirs. Et on allait voir Eddie Murphy, Wesley Snipes, Denzel Washington, Will Smith, où il y avait des noirs qui avaient un rôle principal, qui ne mouraient pas au bout de 10 minutes, parce que je ne sais pas si ça vous a marqué, mais les films américains où il y avait un noir, mais au bout de 10 minutes, il n'était plus là. C'était la caution, le quota, bref. Et donc, ce qui fait que et puis d'avoir grandi avec deux parents qui étaient fiers d'être noirs, ou qui n'avaient pas de complexe par rapport à leur couleur, ça m'a permis de ne pas en avoir moi-même. Et aussi de grandir aux Antilles où on est en majorité, la discrimination, j'ai connu ça seulement quand je suis arrivée ici. Et encore, je l'ai pas connu beaucoup parce que je suis chanteuse de jazz, donc ma couleur, ça va. Ça correspond à la... j'ai envie de dire. Mais je suis consciente, en fait j'ai une conscience assez forte de la représentation, de l'intérêt et de la puissance de la représentation. C'est pour ça que je parle de mes cheveux et que je dis que voir... En fait, l'exemple est important. Quand on voit des gens qui nous ressemblent, qui portent les cheveux naturels, on sait que c'est possible. Alors que si on voit que des personnes comme Beyoncé qui ont les cheveux très longs, moi je pensais que c'était ses cheveux, moi, à Beyoncé. Mais c'est pas ses cheveux. Elle peut pas changer de coiffure comme ça tous les 2 jours. C'est pas ses cheveux. Mais moi je suis tombée des nues quand j'ai su ça. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais c'est important. En fait, on ne prend pas conscience. Je pense que quand on n'est pas dans une minorité, on ne prend pas conscience de l'importance de la représentation. Parce que quand on est blanc, appelons un chat un chat, quand on est blanc, on est en grandissant, on a des rois qui nous ressemblent, on a des médecins, des inventeurs, des gens qui sont allés sur la Lune. Donc on ne se pose pas la question puisque c'est possible. Alors que quand on est noir, quand on voit un noir à la télé, généralement, il a volé, il a tué. C'est encore... Bon, maintenant, c'est peut-être les Arabes, maintenant, en ce moment. Mais donc, on a un petit peu de répit. Mais, concrètement, à la télé, c'était plutôt ça. Maintenant, il y a beaucoup de films américains, de séries américaines. Mais la France et les films français, on peut les compter sur les doigts de la main. Donc, moi, je dis... Moi, j'ai juste envie de voir un peu plus de gens qui me ressemblent. Je pense que il n'y a pas de... Le truc en plus qui est beau, c'est que
autant nous, en tant que Noirs, on peut regarder un film avec que des blancs dedans et s'identifier à l'histoire et comprendre et rigoler et même trouver que Superman, il est trop fort et tout. Ou alors les jeunes de maintenant être fans de la Reine des Neiges alors qu'elles sont noires mais elles veulent se déguiser en... Donc il n'y a pas de problème d'identification à l'autre. Donc il y aura pas, je pense que ça pourrait aussi être le contraire. Moi j'ai vu deux blondes la dernière fois à l'aéroport, deux petites blondes qui avaient le petit dessin animé Maona, la demoiselle qui est tahitienne. Oui. Et moi j'ai trouvé ça magnifique. Elles étaient blondes aux yeux bleus et elles étaient fans de cette fille qui est brune et de peau foncée. Voilà. Et donc il n'y a pas de problème. Normalement, on pourrait. Parce qu'en fait, ce qui est dommage en France, c'est que les gens vont se dire c'est un film de noir. Donc ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas venir. À part les gens de couleur. Alors que non, il y a moyen, il n'y a pas de. Voilà, moi j'ai juste envie de dire, il faut s'ouvrir, il y a la place pour tout le monde. Oui, mais moi je suis, non mais, en fait c'est lié, en fait c'est le respect et en fait notre société elle a des... Comment dire, oui, des boîtes. On dit, là aussi la représentation, une femme qui veut être... voilà, moi j'ai la chance d'être chanteuse. Donc je suis une femme, ça passe. Mais si j'étais contrebassiste ou si j'étais guitariste ou saxophoniste, ça aurait été plus compliqué pour moi dans ce métier. Pourquoi vraiment ? Ah oui. Mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup déjà. Il n'y en a pas beaucoup. Mais déjà, il y a aussi. il faudrait, moi je vois ça de l'extérieur, il faudrait demander à une femme instrumentiste, mais je pense que c'est quand même bien plus compliqué. Moi je pense que la souffrance des gens, quelle qu'elle soit, elle a le droit d'être entendue et reconnue en fait. Parce qu'il y a certains qui diront oui, mais c'était il y a, quand on parle de l'abolition de l'esclavage, c'était il y a 150 ans, maintenant passer à autre chose. Non, on ne peut pas passer à autre chose comme ça. On passe à autre chose quand les choses sont reconnues, quand elles sont apaisées, quand elles sont discutées. Parce que si du jour au lendemain, on passe de... Tu n'es pas obligé de mettre tout ça sur Internet. Non, si tu passes de être considéré comme un meuble, moins qu'un animal, à vous êtes égaux, à de passer de l'homme noir à scientifiquement prouvé qu'il est moins intelligent qu'un animal, moins intelligent qu'un... Non, mais il y avait de la science derrière. Mais on n'a pas démystifié tout ça. Donc, ça traîne encore. Comment ça se fait qu'après 400 ans d'exploitation d'une population, on lui mette l'étiquette de fainéant? Je sais pas si... Il y a des choses qui n'ont jamais été dites. La France, on dirait qu'elle n'a jamais rien fait. Il y a François Fillon qui arrive à dire que la colonisation, c'était un échange de culture. C'était un échange de culture, c'était un partage. Je vous prends votre or, je vous donne la Bible. Allez. Non, mais c'est pour dire, il faut... Moi, je suis d'accord pour avancer, mais il n'y a que quand tu en as parlé, quand tu as mis les choses à plat. On n'est pas une histoire de qui est le coupable ou tout ça, parce que ceux qui l'ont fait, ils sont déjà morts maintenant. Mais il faut juste admettre qu'il y a eu des choses qui ont fait qui étaient criminelles. Il n'y a pas si longtemps qu'on a reconnu que c'était un crime contre l'humanité. Et il y a des gens pour qui c'était... quoi, un crime contre l'humanité? Mais quand tu regardes, à l'époque, on n'était pas considéré comme humain. Le noir n'était pas considéré comme humain. Donc, on part de loin, c'est ça que je veux dire. Mais il n'y a que en parlant et en reconnaissant la souffrance des gens qu'on peut avancer. C'est pas en disant... Moi, ce que je trouve dommage, c'est de dire, maintenant, passer à autre chose. Parce que c'est-à-dire que tu mets la souffrance de la personne, elle n'a pas de valeur, en fait. Elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu dis, c'est comme les gens qui disent me too, me too, me too, mais bon, maintenant, ça va, quoi. On a assez entendu. Bah oui, mais ça arrive encore. Il y a certaines à qui ça arrive tous les jours, enfin. Donc... il faut laisser les gens s'exprimer. Bon, faut peut-être pas en faire un Parisien ou tous les jours, mais il faut que les gens aient l'occasion de s'exprimer. Oui. Moi, pour moi, je pense que c'est la parole qui sauvera. Il n'y a que comme ça. Moi, je prends l'exemple de
d'une séparation dans un couple. J'avais entendu un jour, il disait quand tu passes par exemple 2 ans avec quelqu'un, il te faut 1 an pour passer à autre chose, la moitié du temps. Alors imaginons que ça soit très très mal terminé, il faut que tu puisses extérioriser tout ce qui s'est passé. Et tu vas prendre 1 an pour passer à autre chose, passer vraiment à autre chose. Là, avec l'esclavage, on était dans une relation non consentie pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, on nous dit bon ben c'est fini, passez à autre chose. Non, il faut qu'on en discute, il faut qu'on dise bon quand même vous avez pas été sympa quand même, c'était pas sympathique ce que vous avez fait. Et que les autres reconnaissent effectivement bon, on n'a pas été sympa. Si tu regardes bien, même moi, hein, je veux dire, j'ai grandi dans le, j'ai été à l'école française, machin, j'ai suivi. Moi, l'esclavage, à l'école, c'était le côté commercial, c'était le commerce triangulaire. On voyait pas la souffrance, c'est-à-dire qu'on parle, c'est comme maintenant quand on parle des migrants, on voit pas que c'est des humains derrière, on dit les migrants. Je veux dire, si on te dit, tu as 10 000 migrants qui arrivent, tu te dis ah. Alors que si on te dit, il y a Pierre, il y a Paul, Pierre qui a 2 enfants, il y en a une qui s'appelle Safia, ils viennent chez toi, bah c'est humain. Mais si on te dit, on te sort des mots comme ça, on te dit l'esclavage, on te dit commerce triangulaire, bah, tu n'as aucun truc qui t'attache, tu peux pas t'identifier, voilà. Et c'est pour ça qu'on peut manipuler des masses en leur disant, en leur faisant peur, en leur disant t'as des migrants qui arrivent, alors que les migrants ça a toujours existé. Ça a été les Italiens, ça a été les Portugais, ça a été les on n'est pas mort quoi. Je veux dire, même la France s'est enrichie grâce à ça, grâce au mélange. Donc il faut faire attention aux mots. Et voilà, moi je pense qu'en discutant... Mais là on peut partir pendant des heures, hein, arrête. Arrête. Il n'avait jamais ôté son chapeau devant personne. Maintenant il rentre et il fait le beau quand elle sonne. L'été chien méchant, elle fait manger dans sa menotte. Il avait des dents de loup, il les a changées pour des quenottes. Il s'est fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Il s'est fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.